Salut les copines, salut les copains. Après 1 an et demi sans date, j'ai décidé de retenter ma chance. Mais pas n'importe comment. J'ai pas de collègues au bureau célibataires, tous les potes de potes sont eux aussi pris, et puis alors personne pour m'organiser des rencarts arrangés comme dans les films. Bon, haut les cœurs, on baisse pas les bras. Dans un monde où les rencontres peuvent être compliquées, Bumble a choisi de changer les règles du jeu. Bumble, c'est l'application de rencontre qui met les femmes en avant. Avec Bumble, on prend le contrôle en envoyant le premier message. Ainsi, on donne le ton pour des relations plus saines et sécures. Bumble ne se contente pas de vous proposer des matchs. Elle offre des fonctionnalités pour personnaliser votre expérience, avec des outils comme le mode incognito et les badges d'intérêt. Vous pouvez explorer et trouver des connexions qui vous ressemblent et qui, je l'espère, correspondront à vos désirs. Alors, si vous êtes prête et prêt à prendre les rênes de vos rencontres amoureuses, allez télécharger l'application Bumble. Et qui sait, peut-être que cette fois-ci, vous tomberez sur le bon match. It's not you, it's me. Et je me dis, en fait, je suis pas mécontente de vivre ce cancer en n'étant pas en couple. Mais en fait, d'avoir un peu disséminé cette charge sur plusieurs mecs qui ont su être là à des moments. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois Clara qui a 30 ans et qui est célibataire depuis 6 ans. Avant de vous en dire un petit peu plus sur cet épisode, je tiens à vous informer que c'est un épisode qui parle de cancer, de chimiothérapie et de la vie durant la chimiothérapie. Clara s'est fait diagnostiquer un cancer du sein au mois de juin et au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes au mois de décembre. Donc c'est assez récent. Dans cet épisode, Clara va nous parler bien sûr de sa maladie, de comment ça s'est déclaré et aussi et surtout de comment faire face aux hommes qui se sentent soudainement très amoureux. C'est un épisode malgré tout qui est assez joyeux. Clara expose ce qui lui arrive avec une certaine résilience et une certaine joie de vivre, étonnamment. Moi, j'ai été assez impressionnée. Je vous laisse écouter cet épisode et je tiens encore une fois à remercier Clara qui nous a fait confiance. Comment tu vas, Clara ? Salut Leslie, écoute, ça va. Donc effectivement, moi, on m'a appris que j'avais un cancer du sein en juin. Ouais. Et en fait, ça a été le résultat de 6 mois d'attente. Parce qu'en fait, moi, je m'étais auto-palpée en janvier suite à une publicité push que j'avais eue sur Facebook, sans trop comprendre pourquoi, parce que j'avais jamais fait de recherche sur le cancer du sein. Et donc, en me palpant dans mon lit un soir, en janvier, j'avais senti une boule dans mon sein droit. Et donc, rapidement, sans m'inquiéter non plus, mais bon, je voulais quand même savoir ce que c'était. J'ai pris rendez-vous donc avec mon généraliste, plusieurs échographes. Et en fait, pendant 6 mois, donc 400 médecins m'ont tous dit que c'était rien, que c'était probablement un kyste, que vraiment, il y avait aucune raison de s'inquiéter, que c'était impossible que ce soit quelque chose de grave. Et bon, cette boule, elle restait là dans mon sein. Elle grossissait un petit peu, mais pas beaucoup. Elle me faisait absolument pas mal. Mais j'avais quand même envie, de tirer les fils, de mener ma petite enquête pour quand même comprendre qu'est-ce que cette boule faisait dans mon corps. Et finalement, je suis tombée sur un médecin qui a demandé à ce qu'on fasse une biopsie. Donc la biopsie, c'est en fait on prélève des bouts de cette boule. Mais ce médecin lui-même me disait, oh là là, faut vous calmer, vous avez fait quand même beaucoup d'échographies pendant ces 6 mois. Vraiment, ça a pas l'air bien méchant, on vérifie pour être sûr, mais c'est même pas dit qu'on enlève quoi que ce soit. Et finalement, donc en juin, on m'appelle beaucoup plus tôt que prévu et on m'apprend de façon assez brutale, les médecins ne mettent pas toujours les formes, que c'est un cancer du sein, qu'il y aura de la chimiothérapie. Et qu'aussi, je serais peut-être stérile parce que les traitements peuvent entraîner la stérilité. Waouh ! Est-ce que toi, dans ta famille, etc., il y avait eu des cas de cancer du sein ? Il y avait eu des cas de cancer du sein, oui. Mais en fait, le pourcentage de cancer du sein génétique, c'est très faible, c'est que 10% des cancers du sein. Okay. Donc moi, quand j'ai fait le test, parce qu'il faut faire un test, c'est une prise de sang et un test salivaire, je sais pas génétique. Et en fait, donc juste pour rappeler quelques chiffres, il y avait Octobre Rose il y a pas très longtemps, ils ont rappelé les chiffres. Donc c'est 1 femme sur 8 qui sera concernée au cours de sa vie par un cancer du sein. 80% des femmes ont au-dessus de 50 ans quand ça arrive, mais il y a quand même 20% en dessous de 50 ans. Et donc il y a seulement 10% des cancers du sein qui sont génétiques, et les autres, ils savent pas trop, ils disent que c'est plurifactoriel, que ça peut être la pollution, l'alimentation, perturbateurs endocriniens, on sait pas trop. Et en fait, moi je suis quelqu'un de très sain, j'ai toujours fait énormément de sport, je ne fume pas, je bois modérément, je pensais pas forcément que ça me tomberait dessus, et encore moins à 30 ans. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment que toutes les femmes fassent attention
Je crois que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'âge, parce que je sais que moi, quand j'étais plus jeune, alors maintenant moins, mais quand j'étais plus jeune, j'imaginais justement que les cancers touchaient les femmes plutôt justement à partir de 50, 55 ans. Et en fait, moi, il y a quelques années, j'ai eu une de mes amies, pareil, même profil que toi, qui fait beaucoup de sport, qui boit pas, qui mange bien, enfin... Tu te dis, ça n'arrive pas à ces personnes-là, c'est pas possible, et qui a eu un cancer, je crois qu'elle avait 28 ans. Et j'ai eu une autre connaissance, pareil, qui a eu un cancer du sein à, je crois, 31 ans. Et je pense qu'il faut justement sortir de cette idée préconçue que ça n'arrive que quand on a 50 ans, et surtout que quand on a des femmes de notre famille qui ont eu des cancers du sein. Malheureusement, ça n'est pas forcément un indicateur. Toi, ça fait donc 6 ans que tu es célibataire. Hein. Oui. Comment tu te sens par rapport à ton célibat aujourd'hui ? Est-ce que tu te sens plutôt dans la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Donc moi, en effet, j'ai eu une longue relation qui a duré 7 ans, entre mes 18 et 25 ans. Et donc là, j'ai eu sur mes 31 ans. Donc en effet, ça fait donc 6 ans que je suis célibataire. Je le vis très bien. Par célibataire, j'entends donc pas de relation de couple, mais en fait, il y a plein d'autres types de relations qui existent. Il y a notamment des relations un peu d'amants, où en fait, les choses sont très claires. Les limites aussi sont très claires. Donc en fait, on passe des bons moments, on sait qu'il n'y a pas d'engagement, donc on connaît aussi sa limite à ne pas franchir. Il ne faut pas trop s'attacher, pas trop de sentiments, ou alors il faut arrêter la relation. Mais on passe quand même des chouettes moments. Je trouve que quand même c'est des relations où il y a quand même du respect. Et on peut quand même partager des choses chouettes. Alors voilà, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de vision à long terme. Mais c'est quand même chouette. Et c'est vrai que moi, quand on m'a fait cette annonce de cancer du sein, tout bascule d'un coup. Enfin, le cerveau comprend pas complètement ce qui arrive, mais il y a aussi une part du cerveau qui se dit « Oh là là, ma vie est en train de basculer, là, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est vrai que je m'étais dit, si jamais en fait ce cancer est super grave, parce que quand on fait l'annonce, on n'a pas encore tous les résultats, on ne sait pas encore ce que c'est comme type de cancer, ce que ça va engendrer comme traitement derrière. Et c'est vrai que je m'étais dit, finalement, voilà, si jamais c'est super grave et que... finalement, est-ce que j'ai des regrets ou pas ? Là, dans ma situation actuelle. Et je me suis dit, mais en fait, non, je ne regrette absolument rien. Et en fait, je suis très contente d'avoir une longue relation. Et puis, depuis 6 ans, en fait, d'avoir eu des relations super chouettes. Alors, certes, qui sont pas du couple, mais c'était quand même trop chouette. J'ai pu, avoir une histoire avec des mecs que je trouvais très beaux, très intelligents. Et je suis très fière de ça, en fait. Toi, au moment où, en tout cas, de la période avant qu'on te diagnostique ton cancer du sein, t'es dans quel état d'esprit au moment où on te le diagnostique ? C'est-à-dire que, est-ce que t'as des amants ? Est-ce que t'es à l'aise avec ton corps, sexuellement ? Est-ce que t'as une vie, finalement, comme une célibataire parisienne, somme toute classique ? Oui, tout allait très très bien. J'étais super contente. J'avais un travail qui me permettait d'avoir un équilibre avec ma vie perso. Je faisais beaucoup de musique parce que je fais aussi beaucoup de musique. J'avais effectivement, quelques amants que je voyais régulièrement. Tout se passait très bien. En plus, c'était l'été, le début de l'été quand on m'a appris ça. Moi, j'adore l'été, c'est ma saison préférée. Donc vraiment, tout allait bien en fait. Je pensais pas du tout qu'on allait m'annoncer ça. Et d'ailleurs, une de mes craintes aussi, quand on nous annonce ça, il y a beaucoup d'angoisses qui surviennent, même si on comprend pas tout, mais bon, il y a quand même des angoisses qui arrivent. Et une des angoisses, justement, c'était de me dire, mais alors, en fait, maintenant, qu'est-ce que ça va être ma vie ? Est-ce que ça veut dire que je vais plus plaire ? Est-ce que ça va faire fuir les hommes de savoir que j'ai un cancer du sein ? Est-ce qu'on va m'enlever les seins ? Est-ce que je vais perdre mes cheveux ? Qu'est-ce que je vais devenir, en fait ? C'est drôle parce que dans le vocal que tu m'as laissé, en effet, quand tu m'expliquais ta situation, tout de suite, tu me dis, on m'a diagnostiqué mon sein et très rapidement, j'ai eu peur de ne plus pouvoir avoir de vie sexuelle, de ne plus avoir d'amant. Alors, pour celles qui nous écoutent et qui auraient un cancer du sein ou qui seraient en train de se faire diagnostiquer, est-ce que tu as une vie sexuelle ? Est-ce que ça va ? En fait, il y a eu plusieurs phases depuis le début de l'annonce, suite à l'annonce du cancer. Donc voilà, au début, j'ai eu très très peur. Mais heureusement, moi, on m'a retiré ma tumeur au sein en fait assez rapidement, 2 semaines après. Et ensuite, donc j'avais 2-3 semaines d'attente pour savoir quel allait être le protocole et à quelle sauce j'allais être mangée. Voilà. Donc on me parlait beaucoup de chimiothérapie, mais bon, je me disais il y a peut-être encore un faible espoir que je puisse y échapper. Et donc pendant ces quelques semaines d'attente qui sont quand même très angoissantes, j'ai pu partir avec mon groupe de musique parce qu'on fait une tournée musicale tous les ans. Donc on part en tournée musicale. Et en fait, ce qui a été étonnant, c'est que j'ai eu 2 déclarations d'amour dans ce groupe de musique, donc des mecs que je connais depuis longtemps, et qui se mettaient à me dire voilà, je suis amoureux de toi, j'ai envie d'un couple. Je recentre un petit peu, parce que je sens que tu as très très envie de raconter tout très rapidement. Moi, je connais les choses, donc je vous spoil pas, je sais déjà ce qui se passe. Et attention, vous n'allez pas être déçus. Peut-être pour les filles les garçons qui nous écoutent, on n'a pas l'occasion vraiment de savoir dans quel état d'esprit t'es et comment tu vis un petit peu ces changements-là avant que ces histoires de garçons arrivent. Au lendemain de ça, les premières semaines, qu'est-ce qui se passe ?
quand tu découvres ça? Comment ta vie évolue? Déjà, il y a est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? À qui je le dis? Et qu'est-ce que ça va changer dans mon rapport avec les personnes? Et je sais que du coup, par exemple, j'ai eu besoin en fait d'appeler un ancien amant d'il y a 4 ans, avec qui j'étais toujours restée en plutôt bons termes, mais bon, de loin. Et en fait, ça a toujours été un mec qui avait été super, très droit. Quand j'avais aussi des questions sur mon taf, il avait su bien m'aiguiller, bien me conseiller, enfin un peu un coach en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais l'appeler, je vais lui dire. Et en fait, il a eu une réaction super. Il m'a dit, mais tu sais, voilà, ça va être quelques mois pas très rigolo, mais en fait, tu vas sortir de ça. Et donc, je lui disais, oui, mais mes cheveux, si je perds mes cheveux, comment ça va se passer? Il me dit, mais tu sais, moi aussi, on a pu me raser les cheveux très courts. Par moment, le coiffeur se trompe et en fait, voilà, ça repousse en fait. Et il m'a dit, mais t'inquiète pas, moi je serai là. Il a même proposé tout de suite de m'accompagner à mon opération du retrait de la tumeur. Et en fait, ça m'a rassurée. Je me dis, c'est bon, en fait, c'est pas, je ne repousse pas les garçons, en tout cas pas ceux qui m'ont connue avant. Parce que si je me suis dit, en fait, peut-être que maintenant, il n'y a plus aucun nouveau garçon qui pourra rentrer dans ma vie, parce que c'est trop compliqué d'expliquer un contexte de maladie. Mais en fait, tous ceux qui m'ont connue avant, ils savent qui je suis, ils savent que ça me tombe dessus comme ça, un peu par malchance. Et en fait, leur regard peut ne pas trop changer. Ou au contraire, peut-être qu'en fait, ils vont se dire, elle a besoin de soutien, elle a besoin que je sois là. Et en fait, j'ai quand même eu des mecs, en fait, qui étaient un peu distants, qui sont du coup revenus finalement pour être gentils, quoi, vraiment des vrais soutiens. Toi, aujourd'hui, tu dates sur les applications de rencontres ou pas du tout? Non. Est-ce que tu rencontres des garçons dans la vie? Oui, mais du coup, je me protège maintenant. Je me protège, je me dis, pendant cette période de traitement, c'est quand même une période particulière dans une vie. On va quand même beaucoup à l'hôpital. Il y a effectivement le corps qui change. Bon, c'est passager, hein, mais ça change quand même beaucoup de choses. Chaque type de cancer est différent. Et à chaque type de cancer, du coup, il y a un protocole qui lui est propre. Donc moi, par exemple, j'ai d'abord eu la tumérectomie. Enfin, du coup, on m'a pas retiré mon sein. J'ai pas une ablation du sein, mais juste on m'a retiré ma tumeur parce qu'elle était suffisamment petite. Mais après, comme je suis très jeune, comme j'ai 30 ans, j'ai de la chimiothérapie, plus par prévention qu'autre chose. Mais c'est quand même 5 mois de chimiothérapie. À raison de toutes les semaines? Maintenant, c'est toutes les semaines, ouais. J'ai eu 2 phases dans mon traitement. Une première phase, c'était une fois toutes les 3 semaines. 3 fois. Et maintenant, pendant 12 semaines, c'est toutes les semaines. Et donc, ça veut dire aller à l'hôpital 1 fois par semaine. On nous a mis sous la peau, au niveau du torse, un petit boîtier qui s'appelle le PAC, le porte-à-cathéter, où en fait, ce qui permet de faire rentrer le liquide de chimio plus facilement et pour que ça aille plus facilement au cœur. Donc, au moins, en fait, pendant la chimio, c'est complètement indolore. En fait, on met un patch anesthésiant 1 heure avant sur ce petit boîtier. Et voilà, et on attend pendant 2 heures. Moi, j'ai une tablette, je regarde des séries ou des films. Et après, on rentre chez soi. Et en fait, après chaque chimio, on ne sait jamais comment vont être les effets secondaires, en fait. C'est-à-dire qu'au début, les médecins nous présentent l'ensemble de tous les effets secondaires potentiels. Mais en nous disant, voilà, on ne peut pas vous dire à l'avance si vous l'aurez ou pas. Moi, la seule chose qui était sûre, c'était la perte des cheveux 15 jours après la première chimio. Parce que comme c'est un cancer lié au sein, ça doit tuer toutes les cellules, y compris malheureusement les cellules plutôt bonnes. Mais donc voilà, on ne sait jamais en fait à quelle sauce on va être mangé, comment ça va se passer. C'est pas parce qu'une chimio s'est bien passée que la suivante va bien se passer. En fait, c'est vraiment le saut dans l'inconnu à chaque fois. Tu m'as expliqué dans tes vocaux, et on va y venir parce que je sens que tu as envie d'en parler de ces garçons-là. Tu ne t'es pas coupé de ta vie sentimentale et de ta vie physique après ce déclenchement de cancer. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est ce qui me pop à l'esprit. Tu as eu des rencontres, et c'est ce que tu me disais, tu as été assez surprise, c'est qu'il y a des garçons qui se sont déclarés assez naturellement, alors que tu pensais que ça n'arriverait pas. Oui, voilà, il y a eu 2 garçons que je connaissais depuis plusieurs années, et l'un d'eux est infirmier. Voilà, il m'écrit, donc je lui annonce que j'ai un cancer, on passe donc cette tournée musicale ensemble, et en fait, en revenant à Paris, il est pris d'une sorte de délire, en fait. Enfin, il me dit, je crois que tu me plais beaucoup, j'ai un coup de foudre. Tu l'avais rencontré dans quel cadre? Via la musique, c'est un mec de mon groupe de musique que je connais depuis 5 ans, qui était resté très longtemps avec la mère de sa fille, et il était célibataire depuis 6 mois. Il avait eu des histoires pansements depuis la rupture avec la mère de sa fille. Et donc, quand il vient à moi, je me dis, mais alors là, il a rien compris, qu'est-ce qui lui prend? Il n'a pas compris que
que là, je vais rentrer dans une phase quand même très dure de ma vie. Il y aura la chimio, il y aura la perte des cheveux. Je sais même pas, en fait, ce qui m'attend. Enfin, c'était un peu... Le début de la chimio, c'est un peu comme si on était au-dessus d'une falaise, en fait, et qu'on allait se jeter. On ne sait pas trop dans quel état on va ressortir, quoi. Et je me dis, alors à la fois, j'étais contente, mais en même temps, je me dis, mais en fait, il doit pas comprendre, enfin, il a pas dû comprendre ce qui m'arrivait. Mais il me dit, voilà, tu sais, je suis infirmier, j'ai plein de patients qui ont des cancers, plein de patients qui perdent le cheveu, qui ont l'alopécie, comme on dit en langage médical. Donc vraiment, ne t'inquiète pas, je serai là, je veux vraiment être là. Tu me plais trop, je suis amoureux. Enfin bon, donc moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Bon, après, c'est un mec qui m'avait toujours bien plu. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Je m'étais dit, ça y est, j'ai un cancer, je suis la cancéreuse. Enfin, il y aura une parenthèse dans ma vie à partir de ce moment-là, en fait. Je me dis, tant que j'ai ce traitement, je suis plus vraiment la même qu'avant. Enfin. Donc tu t'es demandé, pourquoi il s'intéressait à toi d'un coup? Oui. Oui, je me disais, mais pourquoi il attend pas la fin de mon traitement ou pourquoi il s'est pas déclaré avant? Mais alors c'est tellement bizarre. On annonce qu'on a une maladie grave et en fait, à ce moment, on a des déclarations d'amour et des propositions d'être en couple. Enfin, je comprenais pas, en fait. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je pense que nos vies, nos décisions, ce qu'on vit, et puis ce qu'on espère de la vie aussi, est très lié à ce qu'on voit dans les films. Et dans les histoires de films, quand t'as une nana qui a un cancer ou un décès, il y a toujours ce truc très romanesque où on attend qu'un homme arrive, un peu comme dans les films de Noël, finalement. Mais je suis là et je te sauve, entre guillemets. Et c'est drôle parce que alors moi, je n'ai jamais eu de cancer. Et je me dis que peut-être, si j'avais une situation comme ça, j'aurais ce truc un peu de me dire, putain, mais en fait, je suis dans un film de Noël. Non, toi, t'as pas du tout eu cette réaction-là? Si, je me suis dit, mais je suis devenue une superwoman, en fait. Je suis une guerrière qui va combattre son cancer. Et puis, du coup, je deviens un peu avec des super pouvoirs. Je me mets à attirer des mecs que je pensais pas du tout qui étaient intéressés par moi. Mais bon, je me disais quand même, attention, parce que là, quand même, tu es très vulnérable. Il s'agit pas de s'enflammer pour rien. Parce que bon, l'annonce du cancer, c'est quand même un choc émotionnel. Je vais pas, dans la foulée, me reprendre un choc émotionnel en me disant, allez, on y va, c'est parti. On est amoureux, on se met en couple. Surtout, du coup, moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas été en couple. Donc, en fait, il y avait aussi cette notion d'engagement. J'étais là, mais qu'est-ce que ça vient faire en plein pendant mon traitement? Enfin, ça faisait quand même beaucoup de décisions à prendre d'un coup. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es décidée à lui donner une chance? Il insistait vachement, il me disait gentiment, mais il me disait voilà, vraiment, tu trouveras pas meilleur soutien, vraiment je serai là, je t'assure. Enfin, il était très convaincant. Puis je le connaissais depuis longtemps, il était infirmier, je me suis dit effectivement, il connaît la maladie, il a 40 ans aussi, donc il a 10 ans de plus que moi. Donc je me disais il sait ce qu'il fait, il a une fille. Il sait dans quoi il s'engage et c'est trop beau et c'est miraculeux et c'est super. Et je me disais, alors c'est bien en fait, dans cette histoire qui est quand même assez triste au départ, finalement, j'ai mon rayon de soleil qui arrive, c'est super. Et tu débutes l'histoire et ça se passe bien? Oui, on débute l'histoire donc quelques jours avant ma première chimio, où là aussi c'est un peu les moments veille de fin du monde en fait, parce que on se dit oh là là, en fait la chimio, j'avais très 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 peur de comment ça allait se passer. Enfin, en fait, il y avait ces deux peurs, en fait. La peur de démarrer la chimio, la peur de démarrer une histoire avec lui. Bon, puis c'est des moments où, en fait, il avait beaucoup insisté, il me plaisait. Je me suis dit, allez, on y va. Donc, il m'a accompagnée à ma première chimio, qui s'est bien passée, en fait. Le fait d'être soutenu, mine de rien, c'est super important quand on est malade. Le fait d'avoir une présence ou même des messages réguliers, c'est vraiment très, très précieux. Donc, il m'a accompagnée à ma première chimio. Et puis, il m'a dit, tu sais, j'ai pas ma fille les quelques jours qui suivent ta chimio. Tu sais quoi, je viens chez toi. Comme ça, je serai là. Lui, il travaillait le matin tôt, mais il terminait aussi tôt son travail. Il avait son cabinet à quelques rues de chez moi. Et donc, il est venu comme ça, directement chez moi, 3-4 jours. Donc, on passait en fait tout notre temps ensemble. Et c'est vrai, alors je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, ma première chimio s'est très bien passée, en fait. Enfin, bien sûr, j'avais quelques petits symptômes quand même, parce que c'est pas rien ce qu'on nous injecte dans le corps. Mais je veux dire, j'étais rayonnante, en fait. Enfin, j'étais... Lui, donc, il me disait « Je t'aime, je suis amoureux de toi ». Dès le début? Dès le début, ouais. Alors que ça faisait 6 ans que vous vous connaissiez et que... C'est dingue. Oui, c'était assez étonnant. Mais bon, lui-même s'étonnait lui-même. Il me disait, voilà, je sais pas ce qui m'arrive, mais vraiment, tu me plais trop. Et effectivement, on passait des super moments ensemble. On passait toutes nos après-midi, toutes nos soirées ensemble. C'était la fin de l'été, donc il faisait beau. On allait se promener, on allait au cinéma.
On faisait la sieste parce que bon, je suis quand même en chimio, on est quand même assez fatigué. Mais voilà, vraiment, ça enjolivait tout. En fait, je pensais quasiment plus à mon traitement, plus à mon cancer. Voilà, j'avais encore mes cheveux parce que du coup, donc c'était au début. Et puis en fait, quand on nous dit qu'on va perdre ses cheveux, au début, on n'y croit pas. On se dit mais non, mais c'est impossible. Enfin, et moi, j'ai les cheveux très épais, plein de cheveux. Enfin, je me disais mais c'est pas possible en fait. Comment ça peut tomber? C'est pas possible. Peut-être que je serais l'exception. Enfin, c'est pas possible en fait. Enfin, il y a des choses qui nous paraissent tellement inconcevables qu'on se dit non, je vais passer à travers. C'est pas possible. Bon, à J15, ça commence à tomber. Mais en tout cas, oui, cet infirmier était très rassurant. Il m'a présenté toutes ses collègues de travail. On a fait une soirée avec son frère. Il a parlé de moi à sa mère. En fait, il m'a vraiment donné tous les signes pour me mettre en totale confiance. Et surtout à des moments où on est quand même très vulnérable, en fait. Bon, bah oui, au début, on est un peu sur la défensive. On se dit non, c'est pas possible quand même. Et puis bon, après, on a envie d'y croire et on y croit, en fait. On se dit on a besoin de choses positives aussi. Hein, donc, Est-ce que toi, tu te sentais tomber amoureuse aussi, du coup? Et bah du coup, je suis tombée amoureuse, ouais. J'ai envie de le frapper. Vous ne savez pas encore pourquoi, mais j'ai envie de le frapper. Oui, bah oui, parce que c'est des moments où on a besoin de soutien. Il est là tout le temps. Il est très très rassurant. Tout se passe très bien, quoi. Il parle de vacances à la fin de mon traitement, alors que bon, quand on est en traitement, déjà c'est jour par jour, voire heure par heure, hein, parce que bon, il y a des effets secondaires qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Enfin bon, c'est quand même un peu en mode survie. On y va mollo. Voilà, lui se projetait déjà. Dans 6 mois, on partira en vacances. C'est lunaire, c'est absolument lunaire. Est-ce que, alors, je sais pas comment amener les choses parce que c'est tellement fou en fait cette histoire, mais il te quitte au bout de combien de temps? Eh bien, en fait, cette histoire aura duré 1 mois. Voilà. Et en fait, pendant ce mois, donc moi, j'avais quand même régulièrement des montées d'angoisse. Je me disais, mais quand je vais perdre mes cheveux, tu vas partir. Enfin, j'avais très, très peur de ça. Et lui, encore une fois, ressortait sa carte d'infirmier en me disant, non, mais tu sais, j'ai plein de patients qui vivent ça. Vraiment, tes cheveux, oui, c'est important, mais je veux dire, t'es tellement... Bien sûr, tu n'es pas que tes cheveux, donc en fait, je sais ce que t'es. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Bon, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai commencé à perdre mes cheveux. Donc en fait, dans ces cas-là, en fait, on fait tout pareil, je pense. La première étape, c'est la coupe à la garçonne. Voilà, puis après, ça continue de tomber, en fait. Donc on en met partout, dans les draps, dans le parquet, partout. Donc après, quelques jours après, on décide de se raser la tête. Donc moi, je me suis rasé la tête dans un magasin de perruques, du coup, parce que dans ces cas-là, on a quand même envie de garder quand même un semblant de chevelure. Et donc je suis contente parce que j'ai trouvé une chevelure qui correspond quasiment exactement à ma coupe d'avant. Donc ça, c'était très rassurant. Et donc c'est au magasin de perruques que les nanas sont super. En fait, elles font vraiment l'accompagnement tout le long du traitement, en fait. Donc on peut les appeler, on y va pour faire la coupe à la garçonne, puis on y retourne pour se raser la tête. Moi, du coup, je me suis pas regardée dans la glace quand on m'a rasé la tête. Et là, ça va faire donc presque 3 mois qu'on m'a rasé la tête. Je ne me suis toujours pas regardée dans la glace sans rien sur la tête. C'est dur. Je le vis très bien comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des filles qui d'elles-mêmes ont envie de se raser la tête. Moi, c'est pas trop mon style. Mais comme c'est quelque chose que j'ai pas choisi moi. En fait, oui, on se rase la tête parce que, oui, à un moment donné, il y en a ras-le-bol de ramasser des cheveux par terre. Et puis, de toute façon, en fait, c'est des cheveux qui sont plus en bonne santé. En fait, le liquide toxique de la chimio fait qu'en fait, c'est des cheveux qui ont une apparence ou un toucher un peu de mauvaises herbes, d'ortie. Ils piquent un peu. C'est plus mes beaux cheveux, en fait. Donc, il y a un truc on sait plus trop qui on est, à quoi on ressemble. Et donc, voilà, chez moi, j'ai un petit bonnet que je mets. Et puis, j'ai la chance d'être myope. Donc, en fait, je peux aussi juste enlever mes lunettes et comme ça, je ne me vois plus. C'est merveilleux. Et sinon, quand je sors, j'ai ma chevelure et je sais que j'ai même des amis mecs qui voient même pas la différence. Ouais. Quand je racontais, oh là là, c'était vraiment sidérant, cette chute de cheveux. Mes potes mecs, certains me disaient, mais attends, de quoi tu parles? T'as encore tous tes cheveux. Donc, heureusement qu'il y a des perruques qui existent. Donc du coup, j'avais quand même cette angoisse de la chute de cheveux et du départ potentiel de cet infirmier. Mais bon, même s'il m'avait rassurée, j'avais quand même très peur. Et donc le jour arrive où on me rase la tête. Ensuite, donc j'ai ma 2e chimio, où là encore, il insiste pour m'accompagner. Il me dit que c'est l'objectif de sa semaine, cette 2e chimio, qu'il veut vraiment être là aux petits soins. Sauf qu'en fait, ce soir-là, il se trouve qu'il a sa fille, donc il faut qu'on aille chez lui.
Donc je lui dis oui, mais du coup c'est compliqué en termes de logistique. Faut que moi, j'emmène, tous les médicaments potentiels en cas d'effet secondaire. Bon, dans les faits, finalement, j'ai pas utilisé grand chose comme médicament, mais bon, on sait jamais en fait comment ça va se passer. Puis bon, se dire qu'on va pas être chez soi un soir de chimio, c'est pas très, c'est un peu angoissant aussi. Mais bon, encore une fois, voilà, il me rassure, il me dit qu'il veut être là, il veut que sa fille nous voit ensemble, que vraiment, voilà quoi, on est ensemble, il est là pour moi. Donc ma deuxième chimio se passe très bien, les infirmières sont super de l'hôpital, donc forcément elles trouvent que je suis en super forme. Donc je leur dis voilà que je suis amoureuse, que c'est vraiment trop bien ce qui m'arrive. Je suis un peu dans le déni de mon traitement. Clairement, cette histoire d'amour en fait, me rend super forte. Bon, donc après cette chimio, donc on va chez lui, on récupère sa fille à l'école. Elle est très contente de me voir. Elle m'a déjà vue quelques fois, mais bon, elle savait pas que j'étais un peu plus proche que ça de son père. Mais voilà, ça se passe vraiment très bien. On dîne tous les trois. C'est vraiment chouette. Et même moi, je me fais la réflexion, même si ça fait que 1 mois qu'on se fréquente, mais je me dis, c'est chouette en fait qu'il ait une fille, parce que si jamais, encore une fois, on sait pas si après les traitements on est stérile ou pas. Dans le doute, de toute façon, ils nous font faire la congélation des ovocytes que j'ai fait d'ailleurs en août. Mais je me dis, dans le doute, en fait, si jamais je peux pas avoir d'enfant naturellement, en fait, c'est trop chouette parce que lui, il a déjà sa petite fille qui est trop mignonne. C'est fou parce que quand je t'écoute, c'est presque comme si tout était parfait. Le type est infirmier, le type a un enfant, le type a pas peur d'être confronté au cancer. Parce que je peux comprendre les gens qui sont confrontés à un cancer ou à toute maladie grave pour la première fois, que ça soit d'un proche et tout, c'est terrifiant. Ça confronte à autre chose qui nous dépasse, à ce qui se passe dans la vie. J'ai du mal à employer les mots, mais ça renvoie à la question de la mort, etc. Donc, je pourrais comprendre que n'importe qui ait peur. C'est plutôt humain. Et donc là, tu te dis, mais tout est parfait dans cette rencontre. Oui. Oui, sauf que... voilà. On rigole nerveusement, là. Le soir de ma deuxième chimio, alors qu'en fait, la soirée se passait plutôt bien. Donc il couche sa fille. Moi, je suis quand même assez fatiguée, parce que mon soir de chimio, on est quand même assez fatigué. Puis il y a quand même eu mon rasage de crâne la veille. Donc il y a quand même, je pense, une fatigue aussi un peu émotionnelle. Donc je prends ma douche, je mets ma chemise de nuit, je me mets sous les draps, prête à dormir. Et en tout cas, rien ne montrait que j'avais envie d'un rapport sexuel. Clairement pas. Il y avait sa fille à côté. L'infirmier, initie quand même un rapport sexuel. Je me laisse faire, mais clairement, je suis pas du tout dedans. Et après ce rapport sexuel, donc moi je lui dis, oh là là, mais j'ai vraiment de la chance de t'avoir. C'est vraiment super. Et là, il change de ton d'un coup. Juste après le rapport, en plus, il me dit, ah ouais, tu sais, en fait, je le sens plus là. Ah. Et donc, je comprends pas. En plus, il est quand même 23h. C'est quand même tard quand on a eu sa chimio le jour même. Et il me dit, bah oui, tu sais, en fait, c'était la fin de l'été. J'avais pas ma fille. On a vécu un truc super, super, mais vraiment, je sais pas. Là, il y a la rentrée. Je retrouve ma fille. Je vois pas comment t'inscrire dans ma vie. Oh, alors que quelques semaines avant, il te disait qu'il était fou amoureux de toi, qu'il parlait de futur. La veille. Ah oui. Comment tu réagis quand il te dit ça ? Je me dis, oh là là, mais il doit être instable. Il va probablement changer d'avis. Peut-être qu'il a une saute d'humeur. Il va sûrement revenir comme avant, je sais pas, dans quelques heures ou demain matin. En fait, mon cerveau bug, en fait, et je me dis, mais alors là... j'entends pas bien ce qu'il me dit, je comprends pas. Et puis non, il parle à l'imparfait. Il me dit que non, qu'il peut rester un soutien, bien sûr, mais qu'en tout cas, il y a plus de couple. Alors je lui dis, mais attends, je comprends pas. C'est toi qui as insisté pour qu'on soit en couple. C'est toi qui es venu me chercher. Alors qu'en plus, on en avait quand même beaucoup parlé au début de la relation. Je tombe complètement de haut. Je me dis, mais c'est une mauvaise blague. Je vais être en train de rêver là, parce que. Et puis je me dis, alors là, entre l'annonce du cancer et l'annonce d'une rupture, pareil, un soir de chimio, juste après un rapport sexuel, je me dis, il y a un problème. Moi, je te vois, on se connaît pas personnellement, mais tu vois, je sens qu'il y a quand même un attachement très fort à tes cheveux, que ça représentait quelque chose de très important et que ça représente encore quelque chose de très important pour toi. Et donc, on te rase les cheveux la veille, symboliquement, c'est absolument atroce. Ah bah oui. Ouais.
J'avoue que je perds vraiment tous mes mots. Ouais. Parce que j'arrive pas du tout à comprendre. Ouais, bah c'est très, c'est cruel en fait. Enfin, c'est cauchemardesque. Enfin, c'est le. À ce moment-là, quand il te dit ça, donc vous venez d'avoir un rapport sexuel, t'es dans le lit, donc j'imagine qu'en plus t'es à poil, donc complètement. Ouais, voilà, t'es complètement vulnérable, quoi. Ouais. Comment tu réagis? Tu te rhabilles, tu pars ou tu restes en étant un peu abasourdie? Bah en fait, je suis complètement abasourdie. On est quand même un soir de chimio, donc en fait, je suis quand même assez fatiguée. J'ai pas le réflexe de partir. En vrai, j'aurais dû me casser immédiatement. Mais en fait, je me dis, en fait, c'était tellement décorrélé de tout ce qu'il m'avait dit depuis un mois. Je me disais, bon, bah, il doit être instable, il va redevenir normal. Je sais pas, dans quelques heures. Enfin, je comprenais pas, en fait. Enfin, j'étais en état de bug. Et puis bon, on discute. Bon, en fait, je comprenais pas très bien ce qui se passait, hein, mais on parlait pas forcément très fort, mais bon, suffisamment pour réveiller sa fille. Donc en fait, sa fille vient dans le lit avec nous. Oh et du coup, lui décide d'aller dormir sur le canapé. Il me laisse avec sa fille, du coup. Donc moi, du coup, j'ai une nuit blanche en fait parce que je suis en train de capter petit à petit ce qu'il m'a dit. Et je comprends pas, en fait. Et je me dis, mais comment il peut me laisser comme ça à ma 2e chimio, alors qu'en fait, il m'en reste encore 13. Puis je suis au début du traitement. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et je me dis, mais alors là, il n'y a pas d'empathie. Puis je me dis, mais quand même, il est infirmier. Comment ça se passe, en fait? Enfin, pourquoi il se comporte comme ça, alors qu'en fait, il savait très bien ce qui allait m'arriver? Puis après, en fait, sur les raisons, parce que je me dis, mais attends, je comprends pas, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux qu'on arrête? Bon, il m'a pas vraiment dit. Il m'a dit oui, bah tu sais, moi j'aime la rando, j'aime les restos. Je lui dis bah moi aussi j'aime la rando, j'aime les restos. Enfin, je veux dire, il y a pas de, il y avait en fait même pas de raison. Enfin, en plus, tout se passait bien. Enfin, vraiment. J'aime la rando, j'aime les restos. Je capte pas la vibes. Franchement, dans ce podcast, des histoires horribles, j'en ai entendu. Celle-ci. Si on fait une palme des histoires les plus horribles à la fin de la saison, je pense que peut-être tu vas la gagner. C'est lunaire, mais attends, tu te réveilles le matin, il fait comme si de rien n'était, genre vous n'êtes pas amoureux et juste c'est fini? Le matin, du coup, en fait, moi, mon plan, c'était de me dire, il va accompagner sa fille à l'école et moi, je me casse. En fait, j'avais même pas envie de le croiser. En fait, je voulais croiser personne. Je voulais rentrer chez moi et pleurer. Enfin, juste... Bon, et puis il se trouve que ce matin-là, moi du coup je pleurais parce qu'il a une maison. Enfin moi je pleurais dans le lit du haut. J'entendais sa petite qui pleurait en bas parce que visiblement elle voulait pas aller à l'école. Donc je me disais mais décidément c'est la maison où toutes les femmes pleurent. C'est vraiment terrible. Bon et puis lui non en fait il vient quand même, il vient me voir. Bon moi je suis cachée sous la couette en train de pleurer. Enfin je me sentais assez pitoyable. Et il vient et il me dit tu sais je voulais pas te faire de mal. Hein, on s'appelle. Oh. Je réponds même pas en fait. Je me dis mais en fait donc c'est vrai. Je me dis en fait là ok donc en fait là c'est complètement terminé, c'était pas une saute d'humeur ou une instabilité de sa part passagère, non là vraiment en fait ok on passe comme ça de je me projette avec toi, je te présente mes collègues, mon frère, ma fille à en fait il y a rien. Puis je me disais mais en fait comment il peut rester un soutien, enfin non, en fait un mec qui me poignarde comme ça dans le dos où il a abusé de ma confiance alors que j'étais à un moment mais je pense les plus bas de ma vie, parce que quand même quand on a un cancer, enfin quand même c'est très compliqué de garder le moral. Enfin bon, donc non c'est assez fou. Du coup le mec, voilà, pour recontextualiser en tout cas entre nous, tu te réveilles, le mec il te dit ciao bye bye quoi, tu pars de chez lui. Oui voilà, j'arrive enfin à partir. Et puis je me dis c'est un délire en fait. Je me dis mais alors là moi qui pensais que j'avais vécu un miracle en fait, alors là c'est encore pire que tout en fait. Je cumule cancer du sein plus rupture alors qu'en fait j'ai rien demandé. Enfin, en fait j'aurais limite préféré vivre mon petit traitement tranquillou. Sans avoir la tête prise dans des histoires comme ça en plus que j'ai pas demandé. Et puis alors c'est débile mais je me dis mais c'est pas possible en fait. Enfin il va changer d'avis. Enfin même si c'est pas du tout sain comme réaction. Je me dis, c'est pas possible, on n'a pas pu vivre comme ça un mois super. Il va revenir. Enfin, j'attends. Tu t'as dit, c'est pas du tout sain comme réaction. Je crois que c'est plutôt normal comme réaction. Quand tu vis un truc comme ça où la personne te vient te chercher, te dit qu'elle t'aime, te dit qu'elle a pas peur de la maladie, qu'en plus, c'est son métier d'être confrontée à la maladie, donc pourquoi il en aurait peur? C'est plutôt sain de se dire, mais c'est pas possible, il va revenir. Il t'a mis sous une cloche, là, quand même. Donc, surtout, ne culpabilise pas d'avoir pensé ça. Je trouve que c'est plutôt normal, hein. Je sais pas, quand un mec nous jette
avoir envie qu'ils reviennent. En fait, non. En fait, dès lors qu'ils nous jettent, on est censé se dire c'est mort. Je crois pas. Je crois que malheureusement, que ce soit dans la maladie, pas dans la maladie, l'amour vient combler quelque chose, en tout cas vient aider à porter quelque chose. Ton cas à toi, il est très particulier parce que il est extrême. La maladie, c'est extrême. Mais finalement, tu vois, j'avais reçu une nana dans le podcast l'année dernière qui, elle, avait un trouble dépressif très intense. Et pareil, tu vois, c'est un peu les mêmes questions. C'est quand t'es dépressive et que quelqu'un t'aime, bah, ça prend tout, ça t'élève. Donc c'est normal de pas avoir envie que ça s'arrête, quoi. Vraiment, je comprends que t'as ressenti ça. Hein. Ouais. Voilà, mais non, de son côté, non, il était très ferme. Il me disait que voilà, pour lui, c'était soit du couple, soit de l'amitié. Parce que moi, je lui disais, non, mais quand même, t'aurais pu attendre la fin de mon traitement pour me larguer. Alors, moi, c'est peut-être pas très sain non plus comme réaction, mais je me disais quand même, t'aurais pu, voilà, jouer un peu à l'infirmier amant pendant les 5 mois de traitement qui restent. Il aurait pu aussi éviter de coucher avec toi 10 minutes avant de te quitter. Oui. Pour commencer. Et ça, et encore mieux, en fait, on aurait pu juste rester amis, en fait, et il aurait pu, voilà, juste faire l'ami infirmier, le soutien amical, en fait, tout simplement, effectivement, au lieu de venir me chercher, me parler de couple, et de m'embarquer dans un truc, l'ascenseur émotionnel sur 1 mois, alors qu'en fait, j'avais déjà d'autres ascenseurs émotionnels par ailleurs avec ma maladie. Vu que vous étiez dans le même groupe de musique, j'imagine que vous aviez des amis en commun. Oui, alors moi, au début, en fait, je voulais pas que ça se sache. Ton cancer ou votre relation ? Notre relation. Moi, je voulais pas que ça se sache. Enfin, je voulais qu'on prenne le temps. Enfin, bon, ça c'est paradoxal parce qu'à la fois, bon, on s'est mis ensemble tous les deux très vite, mais par rapport au groupe, moi, j'étais pas forcément très à l'aise. Il y avait du coup donc ce deuxième prétendant qui m'avait aussi fait une déclaration d'amour, qui était dans le même groupe de musique. Donc, j'avais pas envie succès, madame. Oui, mais bon. Mais bon, donc j'avais pas envie non plus, enfin, que ça s'ébruite trop. Donc en fait, non, j'en avais pas trop parlé dans mon groupe de musique. Et en fait, ce qui s'est passé une dizaine de jours plus tard, c'est que donc ce deuxième prétendant, en fait, m'apprend qu'il a vu l'infirmier avec une autre fille du groupe de musique dans un parc. Et donc cette fille, donc bon, elle est dans le groupe de musique depuis pas très longtemps, donc en fait, je la connais pas très bien, mais j'ai son numéro de téléphone. Donc dès que je suis au courant de ça, en fait, je la contacte. Hein. Je lui dis, voilà, pour information, je viens d'avoir une histoire assez sordide avec l'infirmier. Donc voilà, si t'as envie qu'on s'appelle, on peut s'appeler. Donc on s'est appelé un soir de minuit à 1h du matin, juste voilà, pour qu'elle sache un peu voilà, ce qu'il m'avait fait. Après, bien sûr, libre à elle de vivre l'histoire qu'elle avait envie de vivre. Mais voilà, donc bien entendu, elle n'était pas au courant qu'elle avait une histoire avec moi. Est-ce qu'il avait fait le même fou qu'à toi de lui dire je t'aime, on va vivre une histoire merveilleuse? Bah non, pour le coup, avec elle, il y allait tranquillement. Peut-être aussi qu'il y avait moins d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y avait quand même cette histoire de... il y a mes chimios qui s'enchaînent, il y a la perte de cheveux voilà, qui va arriver à J15. Donc peut-être qu'il y avait aussi un emballement, je ne sais pas, mais peut-être avec moi, dû à il faut qu'on en profite tant qu'elle est encore elle. Enfin, je sais pas, c'est moi qui imagine, mais c'est comme si voilà, il y avait pas le temps en fait dans notre relation lui et moi. Il fallait voilà, chaque jour était compté, les effets secondaires, Tu penses que c'est ça qui a déclenché ce truc de dire tout de suite je t'aime Ça me paraît quand même sordide, toutes ces histoires. Oui, c'est sordide, ouais. Mais donc du coup, elle, pas du tout ce truc-là. Comment la nana réagit au fait que tu l'appelles, que tu la préviennes? Elle réagit bien ou... Ah oui. Oui, elle est contente qu'on s'appelle. Elle me dit voilà qu'elle est contente d'avoir ce feedback sur ce mec. Voilà, et puis elle doit le voir le lendemain, donc elle l'affrontera le lendemain. On fait un rapide comparatif des dates aussi pour savoir un peu, en fait, à partir de quand il a commencé à la voir elle. En fait, c'est vraiment le lendemain de mon largage qu'il a commencé à la voir. Donc en fait... Là, je me dis, mais en fait, c'est un fou. Il avait tout programmé. Enfin, comment il peut à la fois me dire, ta chimio, c'est l'objectif de ma semaine, je vais être là, je vais être aux petits soins, alors qu'en fait, il savait qu'il allait voir l'autre fille juste derrière. Comment il peut enchaîner comme ça des histoires, des histoires légères. Oui, je peux comprendre qu'on puisse les enchaîner, mais en fait, dès lors qu'on est investi émotionnellement, qu'on parle de sentiments, qu'on présente comme ça sa fille, son frère, qu'on parle de couple, et je me dis, en fait, oui, en fait, là, c'est quelque chose qui me dépasse, en fait. C'est du grand n'importe quoi. Et en fait, lui, je lui ai rapidement dit qu'en fait, clairement, je ne voulais plus aucune interaction avec lui, que j'étais au courant de tout et qu'en fait, c'était inadmissible comme comportement. Tu l'as jamais recroisé? Il t'a jamais rappelé? Non. Et par contre, du coup, donc, comme je l'ai su par mon deuxième prétendant, qu'il a bien fallu que je dise à ce deuxième prétendant, mais en fait, tu sais quoi, en fait, j'ai une histoire avec cet infirmier.
Et donc, ce deuxième prétendant a lui aussi une réaction très bizarre. C'est-à-dire que, je sais pas, j'étais complètement dévastée. En plus, il y a quand même le cumul, perte des cheveux, rupture, il y a trop de choses à gérer. Et puis, ce deuxième mec, qui, pareil, a un ami depuis 3 ans, il me dit, tu sais, moi, je peux être un soutien, mais uniquement si on se met en couple. Sinon, je prends mes distances. Et là, je lui dis, mais en fait, t'as pas compris. Je crois que t'as pas compris ce que je viens de te dire. Je viens de te dire que il y en a déjà un qui m'a fait le coup. En fait, il m'a déjà dit, ouais, t'inquiète pas, on est en couple, je serai un soutien. Mais en fait, c'est pas ça l'amour, en fait. Enfin, quand on tient à quelqu'un, il faut être capable d'être un soutien, d'être présent, sans attendre rien de l'autre. C'est clair. Surtout dans un contexte de maladie, de traitement lourd. Et j'ai halluciné, en fait. Et je me suis dit, mais alors, c'est hors de question, en fait. Je vais pas me remettre en couple alors que je viens de vivre quelque chose de traumatisant. Et en fait, c'est terminé, en fait. Enfin, tout mon traitement, là, c'est fini le couple, en fait. Là, on me fout la paix, en fait. Je veux vivre mon traitement tranquille, en fait. J'ai mes amis, je veux des piliers solides, stables. Là, il est hors de question, de nouveau, d'être sur un château de cartes qui s'effondre la première secousse. Ce deuxième prétendant, il a retenté sa chance, il a insisté ou il a dit « Ok, bon, je te laisse tranquille, j'ai capté ». Il m'a dit, du coup, je m'éloigne. Il m'a dit, du coup, pour moi, c'est trop, là. Tu me dis non, je sais que t'as une histoire avec ce mec, je peux pas le voir. Je prends mes distances. Mais en fait, je me dis, alors c'est super, en fait, parce qu'au mois de juillet, donc j'ai 2 prétendants. 2 mois plus tard, j'en ai un qui m'a traité quand même très mal, en me larguant dans des conditions sordides, et un deuxième qui comprend pas qu'en fait, j'ai besoin de soutien. Il y a un truc qui m'interroge, et c'est une interrogation, et je te sens, donc je pense qu'on peut parler assez librement, etc. Dans ces 2 profils d'hommes, il y a tout de suite ce truc de je vais être un peu ton sauveur, je vais être ton infirmier, littéralement et non littéralement. Est-ce que les mecs, ça, quelque part, trouvent ça attirant, le fait que tu sois, entre guillemets, dans une posture de faiblesse, de fragilité? Moi, c'est vraiment une interrogation qui revient beaucoup dans les histoires que j'entends. Est-ce que les hommes sont attirés par les femmes dans des postures de fragilité? Je me suis posé la même question, ouais. Et oui, j'imagine que oui. En fait, ils sentent qu'on a besoin d'eux, en fait, qu'on a besoin de soutien. Parce que je pense qu'en temps normal, si j'avais pas eu ce traitement, déjà, j'aurais pris beaucoup plus mon temps avec l'infirmier. Et j'aurais su mettre le holà très rapidement, en fait. Là, effectivement, dans des positions, on a besoin de soutien. Effectivement, on est très fragile, on est très faible. On va pas s'en cacher. De toute façon, on traverse, on a besoin de soutien. Donc, en fait, on dit aussi les choses. Et oui, peut-être qu'il y a une part, effectivement, de ces mecs qui ont le syndrome, effectivement, du prince charmant qui veut sauver la demoiselle en détresse, qui sauve rien du tout, en fait. C'est catastrophique, en fait. Ça empire tout. Et encore une fois, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à me parler de couple? J'ai juste besoin de soutien. Si on a des auditeurs ou des auditrices qui sont en train de tomber amoureux d'une personne qui est malade, comment la personne devrait agir? C'est-à-dire que là, ce que tu nous décris, ce fait de tout de suite dire « je t'aime, je vais être là du début à la fin », ça n'est pas la bonne manière de faire. Si quelqu'un devait t'aborder toi en étant malade, tu penses que la personne, faudrait qu'elle le fasse comment? Qu'elle soit un soutien, en fait, qu'elle prenne de mes nouvelles régulièrement, qu'elle propose de faire des sorties ensemble, d'être très présente, en fait. D'être un soutien très stable tout au long du traitement, parce que c'est des traitements qui sont longs, qui durent, moi dans mon cas c'est 6 mois, mais ça peut être encore plus long, ça peut durer 1 an des traitements de cancer du sein. Et on a besoin de personnes qui sont là, qui nous rassurent, qui nous donnent du courage, et surtout de la stabilité. On n'a absolument pas besoin de vivre des yo-yo émotionnels, en fait. Ça, je le retrouve dans des amants, en fait, ou même dans des plans cul. Aujourd'hui, ça veut dire que t'as quand même des amants et des plans cul? J'ai gardé, du coup, même si cet infirmier avait voulu me couper de tout, parce qu'en fait, il m'avait aussi dit, on est ensemble, t'arrêtes tous tes satellites, toutes tes relations satellites, tu les arrêtes, etc. Bon, heureusement, il y en a quand même. Du coup, c'était ridicule, parce que du coup, j'ai arrêté des trucs en disant, ça y est, je suis en couple, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, etc. Bon, en fait, 2 semaines plus tard, en fait, à dire, en fait, c'est la méga merde, j'ai besoin de soutien, au secours. C'est n'importe quoi. Je crois que ça nous est tout arrivé, et tu te sentais comme une merde quand ça arrive. Ouais. Mais en fait, l'avantage de ces relations amants ou plan cul, c'est qu'en fait, y a pas de souci. Les mecs, justement, comme on n'est pas ensemble, il y a aucune trahison ou quoi, en fait. Et en tout cas, c'est des mecs qui, même si on a dit stop, on peut quand même les reprendre un peu après. Là, étonnamment, en fait, j'ai des super soutiens, même auprès d'un plan cul, un simple plan cul que j'avais depuis quelques mois avant qu'on m'apprenne mon cancer. Et beaucoup plus aidant
Alors qu'on n'est que plan cul. Il me demande quand même comment je vais toutes les semaines. Il est disponible, il vient me voir. Et je sais très bien qu'il n'y a rien à en attendre. Hein. Et ça m'a redonné... Donc il m'a fallu un peu de temps, après ma rupture quand même, pour me remettre de tout ça. Ouais, moi aujourd'hui, encore une fois, c'est en fait dans des relations qui sont pas du couple que je suis épanouie. C'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle, non, c'est pas drôle. Je sais pas pourquoi je commence toujours mes interrogations par c'est drôle. Ça n'a rien de drôle. Moi, quand tu m'as écrit, forcément, ça m'a fait un lien, parce qu'en ce moment, je suis en train de traverser un truc de santé. Et alors, pas du tout au même niveau, mais la santé, bon, c'est... Enfin, voilà, moi, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment très peur, et c'est très dur pour moi à vivre. Et il y a un truc, j'en ai parlé avec ma chirurgienne hier, où je n'arrive plus à considérer mon corps comme étant mon corps, et comme étant un canal de potentiel plaisir. Et quand je dis plaisir, je parle pas que sexuellement, mais tu vois, là, j'ai peur d'aller danser, j'ai peur de marcher dans la rue, j'ai peur de tout. J'ai peur de tout, donc du coup, je ne vis plus depuis que j'ai ce problème de santé. Comment, toi, t'arrives à gérer ça? Parce que toi, je sens que toi, ça va. Enfin, pour les gens qui ont pas eu de problèmes liés au corps, vraiment, il y a un truc où putain, on te triture, puis la poitrine en plus, c'est la féminité, c'est la sexualité, c'est beaucoup de choses. Et le fait qu'on te triture, moi, j'ai les infirmiers tous les jours à la maison, enfin, qui mettent leurs doigts dans les plaies, enfin, c'est... Comment t'arrives, toi, à gérer ton corps en étant encore un corps à toi, malgré tout ce qu'on médicalement fait subir à ton corps? Bon, c'est pas facile, hein. Enfin, clairement... déjà, le fait d'avoir un boîtier sous la peau pour la chimio, ça a été très compliqué. Parce qu'en plus, c'est une opération qui se fait qu'en anesthésie locale. Alors qu'en fait, on sent tout. Mais oui, le corps, après, nous, on nous dit qu'il faut faire beaucoup de sport, en fait, parce que ça permet que le traitement marche bien. Ça permet d'éliminer toutes les toxines du traitement. Donc, en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport, moi, depuis qu'on m'a annoncé cette maladie et ce traitement. Il y a du yoga qui est proposé à l'hôpital, par exemple. Donc j'essaye de faire beaucoup de sport, et puis finalement le regard des autres, je m'en préoccupe pas en fait. Je m'en préoccupe pas. Le fait d'être myope, encore une fois, moi ça m'aide, parce qu'en fait je me regarde pas. Enfin, de base je me regardais pas trop dans le miroir. Enfin, attends, je tiens quand même à dire un truc. Si on sait pas que t'es malade, on le sait pas, quoi. Moi, je te vois là, t'es toute belle, t'as une trop belle peau, t'es là avec tes petits cheveux et tout. Enfin, à aucun moment on se dit que t'es malade. Oui, merci. Non. Ouais. Mais non, puis en fait, il faut continuer de faire ce qu'on aime. Hein. Moi, je sais que, continuer de faire du sport, continuer de faire de la musique, continuer de sortir, d'aller à des concerts. Putain, c'est fou, je te sens tellement... J'arrive pas à savoir si... C'est une manière de te protéger, de complètement prendre ça avec beaucoup de recul, presque de l'extérieur, ou si c'est réellement ce que tu ressens. C'est hyper dur à définir, parce que mais à la fois, quand je pense à mes copines qui ont eu des cancers, les premiers temps, il y a les premiers mois, il y a eu un truc un peu comme ça, où franchement, on avait l'impression qu'il se passait rien, en fait. Et c'était assez... D'ailleurs, quand t'es une personne aidante de l'autre côté, c'est assez troublant, parce que tu sais pas s'il faut en parler. T'as peur de dire des choses maladroites. Est-ce que toi, justement, les gens, tu leur dis rapidement que t'as un cancer, ou tu fais comme si de rien? Du coup, quand même, je garde quand même les gens que je connaissais avant l'annonce de ma maladie. Enfin, finalement, j'ai pas fait tant de rencontres que ça depuis. Et donc, c'est vrai que je vis plutôt un peu en vase clos, avec tout mon soutien d'amis, ma famille. Et de nombreux amants. Et ces amants, ouais. Ouais, en fait, j'ai vraiment cette base très, très solide, très stable, en fait. Et je me dis, moi, je vis quelque chose, je suis dans un tunnel, j'ai ces rendez-vous médicaux qui se succèdent. Mais j'ai quand même tous ces gens autour de moi, et eux, ils bougent pas. Mon corps change un peu, mais ça va, il y a toujours tous ces gens qui sont autour de moi, et ça, c'est super rassurant, et je sais qu'ils sont là, ils sont présents. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu pourrais tomber amoureuse dans les mois à venir ? Je ne sais pas, parce que ça m'a quand même bien refroidi, cette histoire. Refaire confiance à quelqu'un, je ne sais pas. Puis il y aura toujours quand même l'histoire des cheveux, mine de rien. Parce que après, ils vont repousser, mais les cheveux, donc c'est 1 centimètre par mois. Donc en fait, pour avoir ma coupe actuelle, je pense qu'il faudra, je sais pas, peut-être une 20aine de mois. Après, je pourrais tenter la coupe courte, ça peut être aussi très sexy.
Oui, je pense que ça va être du temps quand même. Ça va me demander du temps de réavoir une apparence où je me sente vraiment moi, sans ma chevelure, et retomber amoureuse. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas du tout c'est pas un but. Moi, je trouve qu'on peut être très épanoui, voilà, en fait, avec des relations qui sont pas du couple, mais en fait, qui sont tellement plus saines, finalement, et tellement plus respectueuses. Enfin, en tout cas, voilà, moi, aujourd'hui, je suis bien avec ça, et voilà, et je trouve ça super, ces mecs. J'ai quand même eu donc un amant qui m'a accompagnée à mon opération de la tumeur du sein, un autre qui m'a accompagnée pour la congélation des ovocytes. J'avais cet infirmier pour les chimios. Enfin voilà, j'en ai un autre qui me propose de m'accompagner à une chimio en vélo cargo, parce que c'est un fan de vélo. Et en fait, je trouve ça trop chouette. Et en fait, effectivement, ça se rapproche plus de l'amitié, ou enfin juste être là quand il faut. C'est assez génial ce que tu décris, d'en avoir un qui t'accompagne pour ci, un qui t'accompagne pour autre chose. Je trouve que c'est... Tu vois, moi, j'ai une idée un peu arrêtée sur le polyamour, sur les couples libres et tout. Puis là, quand je t'écoute, je me dis, mais c'est ça la vie, en fait. Enfin, je trouve ça hyper beau. Enfin, c'est-à-dire que dans nos amitiés, c'est comme ça aussi qu'on fonctionne. Moi, voilà, j'ai une copine qui m'a accompagnée à mon opération, qui est venue me chercher, une autre qui m'apporte mes courses, une qui vient me faire ma vaisselle. Enfin, c'est ça l'amitié. Pourquoi on n'attend pas ça de nos amoureux aussi? Et en fait, là, quand tu décris ça, je me dis, mais attends, moi, c'est ça dont j'ai envie aussi, en fait. J'ai envie d'un amoureux qui m'aide pour mes trucs de santé, d'un amoureux avec qui on va avoir des concerts, putain, peut-être que tu vas avoir changé ma vision des choses. Peut-être, ouais, si c'est le cas, c'est chouette. Mais c'est vrai que, et aussi, je m'étais fait la réflexion, en fait, quand on est en couple et qu'on doit traverser ça, c'est vrai que c'est très lourd. Alors après, il y a des stats horribles, comme quoi il y a, donc les femmes ont 6 fois plus de chances que leur mec les quitte quand elles ont eu un problème de santé. Alors qu'au contraire, hein, bien sûr, quand les hommes ont un problème de santé, les femmes sont complètement dévouées et restent et les soutiennent énormément. Et je me dis, en fait, oui, moi, effectivement, je suis pas mécontente de vivre ce cancer en n'étant pas en couple. Parce qu'en fait, je me dis quand même à 30 ans, c'est vrai que c'est super lourd. Alors, c'est trop beau, hein, les mecs à 30 ans qui restent, qui accompagnent leur nana à tous ces rendez-vous. En fait, il y a tellement de rendez-vous qu'en fait, moi, je suis contente même de pouvoir disperser la charge émotionnelle sur des rendez-vous qui sont super importants. Parce que l'opération du cancer du sein, c'est quand même... c'est très émouvant. La congélation des ovocytes aussi, c'est un grand moment. Mais en fait, d'avoir un peu disséminé cette charge sur plusieurs mecs qui ont su être là à des moments. C'est vrai, ce que tu dis, c'est que même en effet, pour la charge mentale de la personne avec qui on vit la relation, c'est vrai que le fait de la mettre sur plusieurs personnes et pas de mettre tout le poids sur une seule personne, ça paraît presque plus rassurant, quoi. Mmh. C'est fou, ouais. Putain, t'es en train de changer ma vision des choses, meuf. Je déconne même pas. Est-ce que si quelqu'un nous écoute et qu'il a un coup de foudre pour toi, moi je pense connaître ta réponse là, mais si quelqu'un nous écoute et se dit mais putain, cette meuf est incroyable, j'ai envie de la rencontrer, j'ai envie de l'aimer, déjà est-ce que cette personne nous écrit pour qu'on vous mette en contact? Oui. Ah bah oui, carrément. Ah bah t'es quand même ouvert. Oui. Moi j'aurais pensé que tu me dirais non, attends, ça va, le gars il va encore me sauver, ça suffit. Ok, alors de quoi aurait l'air ton partenaire ou ta partenaire idéale? J'ai pris pour acte que t'étais hétérosexuel, mais peut-être pas, j'en sais rien. Oui, hétérosexuel, ouais. Alors, ton partenaire, de quoi ton partenaire idéal a l'air? La gentillesse, la fiabilité. C'est vrai qu'en fait, dans des épreuves comme ça, on se rend compte à quel point c'est important d'être entouré de gens fiables, en qui on puisse avoir confiance. Oui, quelqu'un d'assez droit, finalement. Pas de critères physiques? Non, aujourd'hui, non. Parfait. Parce que d'habitude, les meufs, d'habitude, ils nous disent, honnête, des choses, et puis après, je dis pas de critères physiques, plus d'1m80, les yeux bleus. Mais toi, même pas. Non, j'arrête les critères physiques, parce qu'au début, j'avais une fixette ridicule de me focaliser que sur des blonds aux yeux bleus. Et en fait, en ayant fréquenté pas mal de blonds aux yeux bleus, en fait, je suis pas forcément satisfaite. Donc, non, puis vraiment, ce qui est le plus important, c'est la fiabilité et la gentillesse, savoir donner un coup de main, se rendre disponible. Dans des moments comme ça de maladie, en fait, on se rend compte encore plus fort de tout ça. Je pose la question, mais j'ai quand même une petite idée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année à venir? Normalement, je dis sentimentalement parlant, mais je pense que là, les préoccupations et les attentes se portent sur d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année à venir? Beaucoup de soleil. Merci beaucoup. Est-ce que y a peut-être un message de prévention
ou un nom d'association ou quelque chose autour de la maladie que tu as envie de faire passer aux nanas qui nous écoutent, auxquelles j'aurais pas pensé et que tu aurais envie de signifier? Il y a l'importance de l'autopalpation, vraiment, en fait, de s'autopalper, même quand on a la vingtaine, en fait, parce que ça peut arriver très tôt. Et je remarque que les médecins nous palpent de moins en moins. Qu'en fait, moi, c'est vrai que même quand je vais chez ma gynéco, ces 3 dernières années, en fait, je crois que j'ai pas été palpée. Parce que c'est du renouvellement de médicaments ou de la prescription de prise de sang. Mais en fait, moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, il y a de moins en moins de la palpation. Et que même quand on s'autopalpe, qu'on trouve une boule, on n'est pas pris au sérieux. Donc, c'est vraiment, de rien lâcher sans non plus être dramatique, et présager le pire, mais juste, quand on a un corps étranger dans son corps, de tirer le fil et de bien s'assurer de ce que c'est. Et après, effectivement, il y a plein d'associations sur le cancer du sein qui existent et c'est vraiment super, qui proposent plein d'activités, plein de services d'accompagnement, de sport ou d'art-thérapie. Il y a notamment Rose Up, qui est la plus grosse, je crois, et non, c'est vraiment super le travail qu'elles font. Merci beaucoup pour cet épisode. Si jamais dans les copines qui nous écoutent et que vous vivez une situation similaire et que vous avez envie qu'on vous mette en contact avec Clara, n'hésitez pas à nous écrire, on sera un plaisir de vous mettre en contact. Merci beaucoup pour cet épisode. Je suis assez contente, on n'a pas pleuré. J'avais peur que ça pleure fort, mais on n'a pas pleuré. Si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un petit like. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram à @Leslie, LESLYE.grano. Merci encore pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.